Voilà. Alors, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à ce séminaire, participer à ce séminaire. Je suis non seulement membre du Centre interuniversitaire des pays hongroises et finlandaises, mais aussi des études européennes. Et donc, voilà, c'est aussi à ce titre que j'interviens ici. Voilà, donc, je vais parler d'un sujet, droit et histoire, auquel je ne suis pas particulièrement prédisposé, mais enfin, je vais néanmoins essayer de faire honneur à votre invitation. Bon, lorsque les juristes œuvrent à décloisonner leur discipline pour légitimer son aspiration à réglementer la société, c'est tout naturellement vers la sociologie qu'ils se tournent, donc pour essayer d'acquérir, plutôt de fournir post-ex ou ex-post l'armature légale aux dynamiques sociales. C'est-à-dire qu'on demande aux juristes de fournir les lois, mais aussi les analyses, les structures, les institutions, à des évolutions de la société, ce qui est à mon avis une relation assez inconfortable pour les sciences juridiques, assez inconfortable parce que souvent elles viennent ex post, comme je l'ai dit, on peut se demander si elles sont totalement outillées, n'est-ce pas, si parfois elles ne courent pas au secours des victoires sociales, ou si elles ne remportent pas des victoires que d'autres ont déjà menées dans la rue ou dans la dynamique du tissu social. Alors, lorsque certains juristes, tel je crois Laureline Fontaine, ici présente, plaident pour une ouverture au-delà du corpus textuel, au-delà des pratiques méthodologiques habituelles, eh bien, je crois que cette ouverture vers la sociologie, qui est nécessaire, mais qui est en même temps frustrante, comme je l'ai dit, parce que le droit, les sciences juridiques arrivent parfois éventuellement après la bataille, eh bien, ce genre d'effort mérite d'être souligné et peut-être aussi y compris dans son aspect frustrant pour les sciences juridiques. Alors, ces sciences connaissent une deuxième hypostase, peut-être pas une seconde, ce n'est peut-être pas la seule, comme je vais essayer de le montrer dans les relations avec l'histoire, mais il y a une deuxième hypostase du droit comme force de proposition pluridisciplinaire, et c'est la philosophie politique. Donc dans le champ des mythes, des théories, des utopies, du plus ou moins bon sauvage et de la plus ou moins idéale cité, auquel le droit fournit, là encore, l'indispensable béquille institutionnelle et réglementaire. Je suis désolé d'utiliser ce mot de béquille, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Si vous voulez un digest rapide de ce que sont les relations entre philosophie politique et droit, je crois que l'on peut se référer au résumé qu'a fait Laureline Fontaine d'une intervention de Charles Zarka, usage et désusage du droit chez un philosophe, et j'emploie le terme de béquille, je crois que Charles Zarka n'est pas loin d'employer le même. Je l'avais anticipé, mais j'ai trouvé le texte et j'ai été conforté dans mon sentiment qu'une fois de plus, comme vis-à-vis de la sociologie, vis-à-vis, je dirais en amont, le droit arrive aussi un tout petit peu après la bataille, on lui demande de jouer le rôle de faire valoir vis-à-vis de ces disciplines. Et je vais, quant à moi, eh bien, ragaillardir votre amour-propre en vous montrant que dans les relations avec l'histoire, le droit a d'abord peut-être une situation un peu plus valorisée et que de toute façon, il a initié cette relation par une violence incipiente qui est celle de détourner le terme d'histoire en s'arrogeant le droit de faire de l'histoire du droit en dehors de la section 22, en dehors de la discipline historique telle qu'elle est, et ceci depuis fort longtemps. Bon, alors j'en dirai un mot dans un premier temps. Le mot sera bref, car je n'y connais rien.
Donc, je parlerai, ou j'essaierai de faire semblant de parler de quelqu'un dont vous avez beaucoup entendu parler, dont j'ai aussi beaucoup entendu parler, mais sans l'étudier, qui est Michel Villet, et je vais essayer de voir comment Michel Villet, qui place l'histoire, en réalité plus l'histoire de la philosophie et l'histoire de la philosophie du droit, au cœur de ses recherches, au cœur de son approche des sciences juridiques, je vais essayer de montrer comment on peut l'articuler à certaines tendances lourdes de l'historiographie, de la façon d'écrire l'histoire, et comment il s'inscrit peut-être aussi, pas seulement dans le champ juridique, mais également dans le champ historique. Dans un deuxième temps, je pourrais m'étendre davantage, avec plus de légitimité peut-être, quoique, sur le débat très connu entre l'histoire et non pas le droit, mais plutôt la justice, c'est-à-dire les relations entre les juges qui ont convoqué des historiens lors des grands procès des crimes contre l'humanité, et ce qui a permis aux historiens, eh bien, d'une certaine façon, bon, on ne va pas dire des grands mots, mais de se rebeller, et aussi en même temps de réfléchir davantage sur leur discipline, sur ce qu'ils doivent, sur ce qu'ils ne doivent pas à la justice, et en général à la réglementation par l'État de leurs sciences. Donc ça a été un moment fort dans les années 90, 80-90, mais qui est un vieux débat qui remonte à Peggy et au procès à l'affaire Dreyfus. Il y a des termes, il y a des phrases de Peggy que Henri Rousseau ou d'autres historiens ou que Pierre Vidal-Naquet, qui ont refusé de témoigner en justice, auraient pu reprendre à leur compte un siècle après. L'historien est un scientifique, le juge est un décideur, et l'historien ne peut pas se présenter comme témoin, et même peut-être comme expert dans un prétoire. Bon, et en troisième partie, si j'ai encore le temps, je vous dirai deux mots de mes recherches et de la façon dont j'ai pu rencontrer le droit et en réalité même les sciences juridiques au tout début de ma carrière de chercheur, puisque les juristes avaient quelque chose à dire entre les deux guerres sur la structuration de l'espace public et de l'espace international, des relations internationales par le biais du droit international. Voilà, alors j'ai bien conscience que ce parcours que je vous propose est assez frustrant parce qu'il occulte, mais je vais montrer que je vais essayer de surmonter cet escamotage, il semble occulter le véritable défi de ce séminaire, qui est la coopération heuristique entre disciplines académiques et pas simplement la relation un peu facile et asymétrique entre une justice socialement contraignante, avec un discours performatif, un juge peut vous envoyer en prison, et une béquille historique qui est destinée à conforter le juriste en action, enfin le juriste au discours performatif qu'est le juge. Donc j'essaierai d'évaluer à chaque étape de ce parcours, de ces trois parties, les chances d'une rencontre, comme dirait Sinatra dans Strangers in the Night, what were the chances? C'est un petit peu une gageure de la pluridisciplinarité en l'occurrence, et je vais essayer de m'y conformer. Alors, première partie, ce détournement originel, cette violence originelle du droit à l'encontre de l'histoire, ce vol, comme Lord de Nibelung, comme enfin toutes sortes de mythes, c'est l'histoire du droit qui est rattachée aux sciences juridiques et en fait elle a un sens et à mon avis, même je n'en sais au fond pas grand-chose, elle a un sens surtout depuis que Michel Villet a essayé de rendre un petit peu à l'histoire ce que le droit lui avait pris, c'est-à-dire voyant que l'histoire du droit, si j'ai bien compris ses critiques, était en train de constituer un corpus un peu fermé, un peu autoréférentiel, de textes canoniques dont on sortait difficilement et sur lesquels on glosait à l'infini, en circuit un peu fermé donc, eh bien Michel Villet a invité les juristes à en sortir par le haut, par la philosophie politique, aussi par des méthodes peut-être un petit peu différentes. Eh bien, je crois que l'histoire du droit acquiert un sens, peut-être à partir de lui, en tout cas il le clame haut et fort, et je vais essayer de voir comment Michel Villet s'inscrit dans cette tentative pluridisciplinaire.
Donc, chez Villers, si j'ai bien compris, je le connais depuis longtemps, mais je l'ai lu très peu depuis peu, j'ai surtout lu quelques glosses sur lui, qui essayaient justement de le raccrocher à l'histoire des idées. Si j'ai bien compris, il y a bien la constitution d'une sphère juridique issue du droit naturel, donc d'un champ de l'action humaine non normé par un principe impératif, donc un champ ouvert au libre arbitre, au contingent, au choix des justiciables potentiels que nous sommes tous, et au sage arbitrage éventuel du juge si les actions des sujets le requièrent. Donc, éventuellement, cette conception est ouverte à une sorte de jurisprudence qui s'ouvre sur la société telle qu'elle est. Alors, une telle définition peut se rapprocher, à mon avis, des deux grands courants historiographiques qui ont dominé, donc surtout en France, mais aussi ailleurs, l'historiographie après la Deuxième Guerre mondiale, et peut d'abord se rapprocher de la domination brodélienne qu'ont connue les sciences historiques à cette époque, des années 50, 60, 70. La longue durée de Brodel, inspirée par le structuralisme de Lévi-Strauss, mais aussi, de façon moins explicite, par le déterminisme marxiste, eh bien, cette longue durée peut se rapprocher de la référence au droit naturel de Michel Villers. Il faut dire que certains brodéliens aujourd'hui, un peu radicaux, comme David Cosandé, ancrent même le génie de l'Occident européen dans la configuration géographique du continent. Donc on en est venu presque, alors qu'on l'avait longtemps nié, à inscrire les phénomènes historiques presque dans une géocivilisation spécifique à l'Europe occidentale. Et je crois qu'un petit peu comme Villers, David Cosandé attribue certains grands phénomènes à un état des choses auquel on se conforme plutôt qu'à un choix opéré dans un champ normé par une légitimité politique. C'est ce que j'ai compris un petit peu des glosses de Villers. Il se réfère au droit naturel et il rejette en partie hors du champ juridique les normes, les lois imposées par des idéologies. Donc de la même façon, la longue durée brodélienne, les structures dans lesquelles s'inscrivent les grands phénomènes historiques se réfèrent aussi à quelque chose, à une entité qui est un petit peu fixe, qui a des lois assez constantes, qui s'inscrivent dans la longue durée. Alors, au-delà de la simple analogie avec le droit naturel de Villers, je vois aussi plus concrètement une possible contribution de Michel Villers au moment brodélien de l'historiographie. Bon, sa façon, dans l'histoire des idées, d'établir des filiations, là encore sur la longue durée, des filiations chez les idéalistes, Platon, Saint-Augustin, Kant, chez les nominalistes, Occam, Hobbes, ou chez les naturalistes héritiers d'Aristote, Thomas d'Aquin, Hegel, eh bien, je crois qu'il peut fournir une armature de longue durée à l'histoire de la philosophie du droit, d'autant qu'il valorise précisément les aristotéliciens, ou du moins tels qu'il les lit. Il favorise aussi le droit romain, qu'il rapproche d'Aristote, et donc il inscrit ces filiations sur la longue durée dans une histoire des idées juridiques qui peuvent peut-être se rapprocher de la tentative de Brodel de dégager un petit peu sur le modèle lévi-straussien des règles, des lois, n'est-ce pas, des sciences historiques. Et je crois qu'il y a là un moment un peu structuraliste, un peu longue durée, un peu fondamentaux qui rapprochent les deux. Je vais citer ici, car ma science est très récente, et extrêmement limitée et succincte, un article de Pierre-François Moreau, Villers et les philosophes, qui conforte une telle approche. Je cite. D'une part, on voit apparaître de grandes continuités conceptuelles qui donnent un sens à ce que l'on peut lire dans chaque texte singulier. On saura, en abordant un texte, être attentif à son lexique, qui dit ius, qui dit lex, qui dit ius divinum, ius naturae, à l'équilibre de ce lexique, etc., etc. Ius est-il immédiatement ramené, oui, identifié à la lex,
Non, bien entendu. Ou bien plutôt à Natura, oui, bien entendu, n'est-ce pas, chez Villet, à ses références, etc. Donc, premièrement, d'une part, de grandes continuités conceptuelles. D'autre part, on se rend compte que ces grandes continuités débordent les disciplines et qu'à des choix en métaphysique correspondent leurs équivalents en droit ou en politique, même chez des auteurs qui ne l'explicitent pas. Donc, les deux aspects que dégage chez Villet Pierre-François Moreau nous intéressent ici. D'abord les grandes continuités et ensuite la pluridisciplinarité. Bon, évidemment, la pluridisciplinarité chez Villet s'opère à partir de là du cœur philosophique et non pas du cœur économique, de l'histoire économique, comme chez Braudel. Mais néanmoins, je crois que l'esprit est le même, hein, notamment dans cette volonté de saisir le génie d'une époque et ses prolongements à partir de quelques grands phénomènes qu'il place en continuité sur des axes assez clairement lisibles. Donc il y a cette volonté-là chez Braudel, il y a cette volonté-là chez Villet, et je crois que Villet peut d'une certaine façon compléter du côté de l'histoire de la philosophie, de l'histoire de la philosophie du droit, par sa lecture, le moment braudélien en histoire qui se réclame, lui, plutôt, n'est-ce pas, de l'histoire économique, et qui, en réalité, est là pour faire pièce et tenir la dragée haute à l'anthropologie de Lévi-Strauss, hein, puisque les derniers épigones les plus connus, les plus célèbres, comme le roi Ladurie, voulaient quasiment faire une histoire sans événements. Et comme je vous ai dit, David Cosandé, qui en est le brillant, l'épigone le plus brillant et le rejeton le plus brillant actuellement, est encore plus radical, comme souvent les rejetons et les épigones. Il veut ancrer l'histoire dans la géographie. On retourne là chez Karl Ritter au XIXe siècle, alors que toute l'historiographie, depuis la fin du XIXe siècle, s'inscrit en faux contre le déterminisme physique. Bon, donc vous avez cette tentative, cette tentation plutôt, de la longue durée, et on verra aussi que chez Villet, un chrétien, cette tentation a un sens et elle est forte. Voilà, donc ça c'est l'aspect grande continuité. Et évidemment, vous avez l'aspect pluridisciplinaire qui est extrêmement fertile et qui... Bon, chez Braudel, c'est l'héritage des annales, mais chez Villet, visiblement, il y a aussi une tentation de l'école des annales, et je crois qu'on peut faire une lecture de Villet, mais bon, là encore, je parle beaucoup de quelqu'un que je connais très peu, on peut faire une lecture de Villet à l'image, en résonance avec Braudel, l'école des annales. Voilà. Bon, donc je finirai cette première partie avec deux citations de Villet rapportées par Moreau, qui font preuve justement de cette ouverture disciplinaire, dont l'auteur Moreau affirme que ce ne fut pas toujours la position de Villet, hein, qui pouvait être assez conservateur, mais là, il le dit bien entendu, le droit naturel, évidemment, bon, les références, sans doute la création, je suppose aussi. Je ne connais pas suffisamment sa pensée pour l'affirmer, mais là, Villet fait preuve d'une grande ouverture au profit, évidemment, de la défense de ses thèses, et il dit aussi que Villet peut se contredire par ailleurs, il peut dire une chose et son contraire, selon les besoins de la démonstration du moment. Je cite Moreau. C'est une méthode condamnée, je cite Moreau, citant Villet, c'est une méthode condamnée, fruit de routine et d'inculture, de vouloir comprendre le droit sans porter ses regards au-delà des textes juridiques écrits, sans recourir aux philosophes, aux sociologues, aux historiens, sans prendre en considération la réalité sociale, la justice, l'utilité. Fin de la première citation de Villet par Moreau. Et prévoyant l'objection possible, il ajoute, donc deuxième citation de Villet par Moreau, est-ce là réintroduire le vague et l'incertitude dans les études juridiques? On n'y peut rien. Que ceux-là qui n'en veulent point s'en aillent faire des mathématiques. L'étude du droit n'a pas pour but de procurer aux professeurs des jouissances intellectuelles. On voit bien de quelle jouissance il s'agit, en circuit fermé, n'est-ce pas? Que la Bible d'ailleurs condamne, et d'ailleurs elle condamne avec. Il s'agit là donc de déduction logique que l'on tire d'un corpus balisé et sans risque, et je crois qu'on ne peut que saluer, je ne sais pas ce que
Michel Villet par ailleurs, mais on ne peut que saluer pour le propos de cet exposé le précurseur que fut Michel Villet, même si ses citations sont sans doute plus audacieuses que sa pensée ne le fut habituellement. Je laisse ces considérations aux spécialistes. Bon. Alors, Braudel, malgré sa longue durée, n'est pas éternel, et il a été, lui, plus court que ses théories sur la longue durée, puisqu'elles ont été remises en question dès les années 80, avec ce que François Doss appelle le retour de l'événement, le retour de l'analyse des événements, notamment politiques, des crises. Alors évidemment, ceux qui s'en sont faits, les pionniers extrêmement talentueux, c'est évidemment Pierre Nora. Pierre Nora, à partir de son vécu de mai 68, mais évidemment, cette valorisation de l'événement politique et non pas de son explication par ses causes, mais plutôt de sa valorisation par ses effets et par les traces qu'il laisse et son réemploi, son réassaisonnement à diverses époques, eh bien, cette analyse de l'événement politique a été surtout marquée par le traumatisme qui a été le génocide juif et cette analyse de l'événement comme mémoire et comme réemploi ensuite par les historiens par les historiens scientifiques, n'est-ce pas, de la mémoire, c'est surtout structuré autour du génocide juif. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait dans l'exposé, mais j'aurais pu aussi, d'une certaine façon, d'après ce que j'ai compris de Michel Villet, montrer que sa distinction entre l'ex et le nomos, entre la norme législative et le droit dit pour chaque cas particulier par le juge, pouvait aussi s'apparenter non seulement au moment brodélien, mais aussi à cette façon d'entendre l'histoire comme réemploi, interprétation d'un événement, parfois la résurrection d'un événement, c'est un classique, j'y reviens, dans cette deuxième partie, de dire que la mémoire du génocide juif a été occultée pendant les années 50, qu'on a valorisé les résistants, qu'on a valorisé les héros, et puis ensuite, après l'arrivée de la génération critique, donc la génération née après la guerre, au moment de la guerre, de mai 68, on est revenu à une mémoire des victimes. Donc, on pourrait dire aussi que Michel Villet peut aussi être utilisé dans cette deuxième interprétation de l'histoire comme événement qui a des suites, et le juge est aussi un interprète de la loi, du droit, à proprement parler, parce que Michel Villet, le droit a distingué, n'est-ce pas, de la législation et du nomos. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'important, nous allons le voir pour les historiens, de ne pas précisément obéir, de ne pas se soumettre à des lois mémorielles, et la recherche scientifique ne se soumet pas au nomos du législateur qui vous dit ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas penser. Et en cela, d'une certaine façon, la distinction de Villet entre le droit et la législation, le droit étant au libre jugement du juge, n'est-ce pas, qui l'interprète, et donc sous une forme peut-être d'une espèce de jurisprudence, d'omni-jurisprudence, eh bien, on pourrait aussi rapprocher Michel Villet de ce deuxième moment historiographique qui s'amorce dans les années 80.